illustrer mon travail à travers cette vidéo, de vous présenter une fiche de cours du stage de pré-rentrée à Sorbonne Université sur le chapitre électrostatique. Alors c'est un chapitre qui est présent au programme de la plupart des CHU d'Île-de-France et voire également de province. Alors allons-y donc pour ce cours assez classique. Donc électrostatique, en page numéro 2, vous avez la table des matières, et donc on démarre un premier chapitre sur la force de Coulomb. Donc c'est une notion qui a été vue au lycée par vous, anciens lycéens et futurs étudiants en première année des études de santé, donc c'est une notion connue. Les chapitres suivants feront appel à des notions nouvelles a priori pour vous, mais cette notion de force de Coulomb vous est a priori familière, et d'ailleurs familière pour la plupart des gens. Tout le monde sait bien que deux charges ponctuelles de même signe se repoussent, et par contre deux charges de signe contraire s'attirent. Donc force de Coulomb. Alors, on démarre par la définition de ce qu'est une charge électrique. Toute charge électrique résulte sur un atome, résulte soit d'un excès, soit d'un défaut d'électrons. Donc toute charge électrique ponctuelle notée Q sera plus ou moins un nombre entier de fois la charge élémentaire petit e. La charge élémentaire petit e qui vaut 1,6 10-19 coulombs. L'unité SI effectivement de la charge, c'est le coulomb. Donc si la charge résulte d'un excès d'électrons, elle sera négative. Par contre, si elle résulte d'un défaut d'électrons, elle sera positive. Alors, examinons comment interagissent deux charges placées dans l'espace, qu'on va noter Q1 et Q2. Ces deux charges donc sont distantes de petit r et placées a priori au départ dans l'air ou le vide. Donc les voici, ces deux charges. Voici la charge Q1 au point A et la charge Q2 au point B. Je vais essayer de caractériser la force exercée par la charge Q1 qui est donc placée en A sur la charge Q2 qui est placée en B. Force que je choisis de noter F de A sur B. Vous voyez dans le texte. Donc c'est une terminologie qui m'est propre, hein, mais je pense qu'elle est assez intuitive, cette notation. Donc F de A sur B, c'est la force exercée par la charge Q1 en A sur la charge Q2 en B. Donc cette force, nous savons donc, si les deux charges sont de même signe, si Q1 et Q2 sont de même signe, donc si leur produit est positif, cette force sera impulsive, les deux charges se repoussent. Si par contre les deux charges sont de signe opposé, donc si le produit des deux charges est négatif, la force F de A sur B est attractive, bien évidemment. Alors, voilà la définition qui confirme ce premier résultat qualitatif, c'est la formule de Coulomb, donc de la force de Coulomb. F de A sur B est égal à K, alors K c'est une constante, on va dire ensuite à quoi elle est égale. Donc c'est cette constante K multipliée par le produit des deux charges, Q1, Q2, divisé par la distance petit r au carré. Et puisque F de A sur B est un vecteur, tout ceci multiplié par un vecteur unitaire qu'on va noter petit u, qui est dirigé de A vers B, de la charge qui crée la force vers celle qui subit la force. Alors j'aurais pu noter ce vecteur unitaire UAB pour bien préciser que ce vecteur est dirigé de A vers B, de la charge qui crée la force vers la charge qui subit la force. J'ai choisi plutôt de le nommer plus simplement petit u pour la simplicité de cette expression, mais il faut avoir bien compris dans cette formule que U est un vecteur unitaire dirigé de A vers B. Alors, la norme de cette force, là, donc, est l'intensité du vecteur force, c'est la valeur absolue de tout ce qu'il y a devant le vecteur unitaire. Donc c'est la constante K, qui est une constante positive, multipliée par la valeur absolue du produit des deux charges, Q1, Q2, et divisée par la distance petit r au carré. Et cette norme, évidemment, est en Newton, puisque l'unité SI de la force, c'est le Newton. Alors, intéressons-nous à cette constante K là, qui apparaît dans cette expression de la force de Coulomb. La constante K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide. Donc c'est une constante universelle hein, dont la valeur n'est pas à connaître. D'ailleurs, en général, la valeur qui est utilisée par les textes d'électrostatique, c'est la valeur de K lui-même. D'où mon choix de faire apparaître cette constante K dans l'expression de la force plutôt que la constante epsilon 0. Mais il convient de savoir que la constante K est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide. Alors si jamais il s'agit d'un autre milieu que l'air,
ou le vide, dans lequel les charges sont en présence. Le seul autre milieu qui, à mon avis, peut être considéré et contenant nos deux charges, c'est l'eau, hein, bien évidemment. Et donc, si on est dans un autre milieu que l'air, il faudra remplacer epsilon 0 par le produit epsilon 0, epsilon r dans l'expression qui est entourée ci-dessus. Epsilon r, c'est ce qu'on appelle la permittivité relative du milieu dans lequel se trouvent les deux charges constantes qui est sans dimension. Alors, poursuivons l'étude du chapitre. Donc, toujours dans le chapitre grand 1, force de Coulomb, petit 2, énergie potentielle d'interaction entre deux charges. D'accord ? Alors, la force de Coulomb, c'est une force qu'on dit conservative. Vous avez vu, ou vous verrez en terminale, la notion de force conservative hein, en physique. Une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin qui est suivi par l'objet qui subit cette force entre deux points. Le travail ne dépend pas du chemin suivi par l'objet, le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi par l'objet. Donc ça, c'est la caractéristique d'une force qu'on dit conservative. Eh bien, la force de Coulomb, c'est une force conservative. Et une force conservative, elle dérive d'une certaine énergie potentielle. Énergie potentielle, on dit dont dérive la force conservative. L'énergie potentielle dont dérive donc la force de Coulomb, qu'on a définie précédemment, la voici, cette énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle d'interaction entre deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, toujours distantes de petit r, alors a priori bon, dans le vide, énergie donc dont dérive la force de Coulomb conservative, qu'on va noter EP, c'est K fois le produit des deux charges Q1 Q2 divisé par la distance petit r. Okay, alors si jamais on a en présence un certain nombre de charges, bon là j'en ai pris 3 dans mon exemple, hein, dans un système que j'ai appelé sigma, l'énergie potentielle d'interaction du système sigma, des charges contenues dans le système sigma, c'est la somme des énergies potentielles d'interaction entre deux charges, parmi les 3, en l'occurrence ici, du système. Donc il y aurait 3 termes qui s'additionneraient dans mon exemple d'un système à 3 charges. Et donc, ça serait la somme des 3 énergies potentielles d'interaction entre les 3 couples de charges de ce système. Alors maintenant, arrivons au deuxième grand chapitre de ce cours, le chapitre sur le champ électrique et le potentiel électrostatique créé par des charges ponctuelles. On va se limiter, je ne l'ai pas précisé au début du cours, mais on va se limiter dans ce chapitre à l'interaction entre des charges ponctuelles en électrostatique. On ne va manipuler que des charges ponctuelles. Alors, commençons par l'étude du champ et du potentiel qui sont créés par une seule charge ponctuelle. On verra ensuite, s'il y a plusieurs charges dans le milieu, quel est le champ et le potentiel que crée ce système de charges. Mais avant ça, il faut définir champ et potentiel créés par une seule charge ponctuelle dans l'espace autour d'elle. Donc voici la charge en présence, que j'ai appelée petit q, qui est placée au point O. Et donc cette charge va créer autour d'elle un champ et un potentiel. Donc on va s'intéresser à l'influence de cette charge, caractérisée par potentiel et champ, en un point M du voisinage. D'accord ? Ce point M, le voici. C'est pour l'instant un point neutre, c'est-à-dire un point sans charge, à la distance petit r de la charge Q qui va créer le potentiel et le champ. Voici ce point. Alors, par sa seule présence en haut, effectivement, la charge ponctuelle Q va créer en M 2 grandeurs physiques importantes en électrostatique. Un potentiel électrostatique V, ou Vm, parce que c'est au point M, et un champ électrique noté Em. Attention, ce sont 2 grandeurs très différentes. Le potentiel électrostatique, c'est un scalaire, c'est un nombre, un scalaire par opposition à un vecteur, alors que, effectivement, le champ électrique Em, c'est un vecteur. Donc, c'est 2 grandeurs de nature très différente, je dirais. Alors, par définition, le potentiel électrostatique Vm qui est créé par la charge Q en M, voici son expression, c'est KQ sur R. Évidemment, la constante K qui apparaît dans toutes les expressions d'électrostatique, c'est la même, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 dans le vide. Donc Vm au point M, c'est KQ sur R, plus, attention, plus n'importe quelle constante. Un potentiel comme une énergie potentielle, en fait, est défini à une constante près. Donc Vm, c'est KQ sur R, mais en fait, plus n'importe quelle constante qui s'ajoute. D'accord ? Constante qui sera nulle, effectivement, je le précise dans mon texte, qui sera nulle si jamais on fixe
le potentiel V nul en l'infini. On verra souvent cette hypothèse dans le texte. On vous dira le potentiel électrostatique est pris nul en l'infini, ce qui permet dans ce cas d'annuler la constante C, puisque KQ sur R tend vers 0 en l'infini, et donc si en plus Vm est nul en l'infini, ça implique que la constante C soit nulle. Mais en réalité, peu importe la valeur de cette constante, parce que qu'est-ce qui est vraiment significatif avec le potentiel électrostatique? Lui-même, en un point, n'est pas vraiment significatif, vu qu'il est défini à une constante près. En fait, ce qui est significatif avec le potentiel V, c'est la différence de potentiel. On dit aussi une tension en physique, une DDP aussi en abrégé. Donc une tension ou différence de potentiel entre deux points distincts, par exemple deux points A et B, VA moins VB, ça c'est véritablement significatif. C'est ce qu'on appelle également une tension. Or, dans une différence de potentiel, la constante C qui apparaît dans toute expression de V va disparaître. Donc peu importe sa valeur à cette constante C pour la valeur de la tension entre deux points. Et comme c'est uniquement elle qui importe, la valeur de la constante C en fait n'a aucune importance. Alors, autre caractéristique de l'influence de la charge Q sur son environnement, au point M de son voisinage, c'est le champ électrique EM. Alors, le champ électrique EM, voici son expression. Après, on va s'intéresser à ses caractéristiques géométriques, à ce vecteur EM, sa direction et son sens en particulier. Mais d'abord, son expression, le champ électrique EM, qui est créé par la charge Q au point M. Voici son expression, c'est KQ sur R au carré multiplié par un vecteur unitaire petit q. Alors, le vecteur unitaire petit q, le voici. Unitaire veut dire de norme 1, je vous rappelle. Donc, unitaire, dirigé de, alors ce n'est pas marqué dans mon texte, mais je vous le précise, dirigé de haut vers M. Également, c'est assez important. Donc, ce vecteur unitaire U est dirigé de la charge qui crée le champ vers le point qui nous intéresse et on va exprimer le champ qui est créé par la charge. Donc U, alors j'aurais pu noter UOM, ça aurait été un petit peu lourd. Donc comme pour l'expression de la force de Coulomb, j'ai choisi de l'appeler U tout simplement. Mais notons bien qu'il s'agit d'un vecteur unitaire dirigé de haut vers M. Et donc, d'après l'expression de ce champ EM, le sens de ce champ ne dépend que du signe de la charge Q. On constate effectivement que si la charge Q est positive, EM sera dans le même sens que le vecteur unitaire petit u. On dira dans ce cas-là qu'il est sortant, le champ électrique EM, parce qu'il on dit aussi fuyant, parce qu'il fuit la charge Q, le champ EM dans ce cas-là. Par contre, si la charge Q est négative, le champ EM sera en sens inverse du vecteur unitaire petit u, donc dirigé vers la charge Q. On dira dans ce cas-là que le champ est rentrant. Ça, ce sont deux résultats qualitatifs concernant le champ électrique qui sont fondamentaux. Le champ qui est créé par une charge est sortant lorsque la charge est positive. Il est par contre rentrant lorsque la charge est négative. Alors, concernant la norme du champ électrique, ben la voici. La norme du champ EM qui est créé par Q en M, ben c'est K fois, c'est la valeur absolue de tout ce qu'il y a devant le vecteur unitaire. Donc c'est K fois la valeur absolue de la charge, qui peut être positive ou négative, donc bien sûr, divisé par la distance au carré. Et cette norme étant volt par mètre, puisque l'unité SI, il faudra le savoir par cœur, l'unité SI du champ électrique, c'est le volt par mètre. Alors, poursuivons. Et donc, alors, après le champ et le potentiel créé par une charge ponctuelle dans son environnement, le champ et le potentiel créé par un ensemble de charges. Il y en a plusieurs. 3, 4, 5. Alors, je me suis limité dans mon texte à l'exemple de 3 charges ponctuelles. Vous extrapolerez le résultat à la présence éventuelle de plus de charges, 4, 5, 6, le principe sera le même. Alors, c'est le principe de superposition qui va s'appliquer. Donc, chapitre 2, considérons cette fois une distribution de charges ponctuelles, j'en ai pris 3. Donc, les charges Q1, Q2 et Q3. La question qu'on se pose, c'est quels sont champ total et potentiel total créés par cette distribution de charges en un point M quelconque de l'espace de l'environnement a priori immédiat de ces 3 charges. Donc les voici, ces 3 charges. Il y a la charge Q1 que j'ai pris par exemple positive en A, la charge Q2 que j'ai pris également positive, pourquoi pas en B, et la charge Q3 négative en C. Quels sont
potentiel total et champ total créé par cette on dit, distribution de charge au point M du voisinage. Alors M est à la distance R1 de Q1, R2 de Q2 et R3 de Q3. Eh bien, le principe est très simple, c'est le principe de superposition. Les potentiels et champs individuels créés par les trois charges en M, qu'on sait définir d'après le chapitre petit 1 qu'on vient de voir, se superposent, c'est-à-dire s'additionnent purement et simplement au point M. Donc le potentiel total en M, ben c'est qu'on peut noter Vm, c'est V de A sur M qui est créé par Q1 en A au point M, plus V de B sur M qui est créé par Q2 en B au point M, plus V de C sur M créé par Q3 en C au point M. Donc d'après la définition vue au chapitre précédent, au chapitre petit 1, qu'on vient de voir à l'instant, ben c'est KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2 plus KQ3 sur R3, évidemment plus n'importe quelle constante qui s'ajoute à cette expression et qui n'importe pas puisque ce potentiel électrostatique est utile à calculer des différences de potentiel. Alors maintenant, le champ total en M, ben le champ total en M, toujours par le principe de superposition, c'est la somme, alors cette fois la somme vectorielle, j'insiste là-dessus dans mon texte, la somme de vecteurs, effectivement, c'est un peu plus compliqué à calculer qu'une somme de nombres, ce qui est le cas dans le potentiel total. Donc le champ total en M, ben c'est la somme vectorielle des trois champs individuels créés par les trois charges Q1, Q2, Q3 au point M, alors que j'ai noté E de A sur M plus E de B sur M plus E de C sur M. E de B sur M, par exemple, c'est le champ individuel qui est créé par la charge Q2 en B au point M et qui donc a l'expression qui a été définie au sous-chapitre précédent. D'accord? Alors, encore une fois, le plus simple des deux à calculer, c'est le potentiel total, puisque le potentiel total est une somme de nombres. Le potentiel électrostatique étant ce qu'on appelle un scalaire. Par contre, le champ total en M, ben, c'est une somme de vecteurs. Donc là, il conviendra dans ce genre de calcul, pour calculer le champ total créé par une certaine distribution de charge en un point du voisinage, de bien savoir additionner les vecteurs dans l'espace. Donc ça fait appel à des notions mathématiques que nous verrons de toute façon dans notre enseignement. On s'assure au début de l'enseignement de la physique et de la biophysique que toutes les notions mathématiques indispensables à la bonne maîtrise du cours sont vérifiées, ces notions sont apprises et sues par les étudiants. Alors, petit 3 maintenant, relation entre le champ et le potentiel. Donc, on a compris que en tout point de l'espace, M quelconque, existe ou règne un potentiel électrostatique Vm et un champ électrique Em. Évidemment, les deux sont liés. Il y a un lien entre les deux. Ils sont créés par, l'un et l'autre sont créés par les charges du voisinage. Donc l'un et l'autre ont un lien. Retenons d'abord, avant de donner le lien entre les deux, retenons ce résultat qualitatif qui est très important. Il faut savoir que le champ électrique Em au point M, il est perpendiculaire aux surfaces équipotentielle. Alors, une surface équipotentielle, c'est une surface, par exemple, le plat de ma main, s'il était occupé par des charges, et si ces charges étaient toutes identiques, eh ben ce plat de ma main pourrait constituer ce qu'on appelle une surface équipotentielle. Eh bien, le champ électrique, il est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Autre résultat qualitatif à avoir en tête, par cœur, c'est le fait que le champ EM est dans le sens des potentiels décroissants. Donc le champ électrique va toujours des potentiels plus élevés vers les potentiels moins élevés. Donc ça aussi, c'est un résultat à connaître par cœur, avant de se lancer dans la relation sous forme de formule qui existe entre les deux. Alors cette relation, la voici. Alors on va se limiter pour déterminer la relation, pour la définir, cette relation entre champ et potentiel, on va se limiter au cas le plus simple. Le cas le plus simple, qui est le seul qui de toute façon intervient en exercice, c'est le cas, on dit à une dimension. Donc c'est le cas où le point M qui nous intéresse, où s'expriment Vm et Em, n'est pas n'importe quel point de l'espace. C'est en fait un point qui va se déplacer uniquement sur un certain axe, que j'ai choisi d'appeler l'axe des X. Le voici cet axe. D'accord ? Donc le point qui m'intéresse se déplace uniquement sur l'axe des X. Autre condition pour être on dit à une dimension, c'est le fait que
le champ et le potentiel qui sont créés par ces charges ont une certaine symétrie par rapport à l'axe. Donc la deuxième condition, c'est que l'axe des X soit axe de symétrie de la distribution de charges qui crée Vm et Em au point M. Donc voilà un exemple dans mon texte de situation où il y a une dimension, parce qu'on voit bien que l'axe des X est axe de symétrie de cette distribution de 5 charges. Alors, vous voyez, il y a deux charges positives, deux charges Q1 identiques, qui sont symétriques l'une et l'autre par rapport à l'axe des X, également deux charges Q2 symétriques par rapport à l'axe des X, et j'ai pris une cinquième charge que j'ai notée Q3, qui est présente sur l'axe. Donc, ce qui ne brise pas la symétrie de la situation. Dans ce cas-là, on est dans une situation où il y a une dimension. La conséquence principale de cette situation à une dimension, c'est le fait que le champ EM, qui est créé par ces 5 charges au point M, est porté par l'axe des X. Il est parallèle à l'axe des X. Il est donc caractérisé par ce qu'on appelle sa valeur algébrique. Sa projection s'appelle sa valeur algébrique. D'accord ? Donc le champ EM, il est porté par l'axe des X. Alors sur l'exemple de mon dessin, le champ EM est parallèle et de même sens que l'axe. Ça pourrait être évidemment parallèle et de sens inverse. En tout cas, le champ est parallèle à l'axe des X. C'est le cas lorsqu'il est créé par une distribution de charge qui est symétrique par rapport à cet axe. Alors dans ce cas-là, la relation, la voici. La relation entre le champ et le potentiel, donc entre en fait la valeur algébrique du champ EM sur l'axe et le potentiel Vm, c'est une relation qui va apparaître une petite dérivée, vous voyez, donc la relation la voici, c'est Ex, la valeur algébrique du champ, égale à moins d de Vm sur dx. D'accord ? C'est moins la dérivée du potentiel Vm par rapport à x. Et alors si jamais on connaît le champ par sa valeur algébrique et qu'on veut remonter au potentiel Vm, il faudra bien sûr utiliser l'inversion de la relation, donc faire apparaître une primitive. Donc Vm, c'est moins une primitive de Ex, donc moins l'intégrale de Ex dx dans ce cas. Ok ? Alors, terminons le chapitre par l'étude de ce qu'il arrive à une charge ponctuelle lorsqu'elle est placée dans un potentiel électrostatique, ainsi qu'un champ électrique, bien évidemment. En tout point M de l'espace existe un potentiel Vm et un champ Em. D'accord ? Donc on amène en ce point M, vous le voyez ici représenté, ce point M où règnent Vm et Em qui sont créés par des charges non représentées sur mon dessin. D'accord ? Il y a un certain nombre de charges Q1, Q2, Q3, Q4, etc. qui créent en M le potentiel Vm et le champ Em qu'on a appris à définir dans les chapitres précédents. Et donc, on amène une charge ponctuelle Q qui n'est pas une de celles, attention c'est important, qui crée Vm et Em, une charge supplémentaire, on l'amène, cette charge Q, au point M. Qu'est-ce qui lui arrive à cette charge Q ? La conséquence de ceci est double. Première conséquence, la charge Q en M va subir une force électrostatique, notée grand F. D'accord ? Autre conséquence, la charge Q va acquérir une certaine énergie potentielle qu'on va noter EP. Alors, avant de donner l'expression de ces deux grandeurs caractéristiques, la force que subit Q et l'énergie potentielle qu'elle acquiert, raisonnons de manière logique. Ces deux grandeurs font apparaître la charge Q elle-même, ce qui paraît logique puisque c'est la force subie par Q et l'énergie potentielle qu'acquiert Q. Donc, il est logique que Q apparaisse dans chacun dans ces deux expressions et vont apparaître également dans l'une ou l'autre de ces deux expressions, à la fois le potentiel Vm et le champ Em, qui traduisent l'influence sur ce point des autres charges en présence dans l'espace autour de M. Donc, voilà. Comment savoir si c'est le champ électrique qui intervient dans la force et le potentiel électrostatique qui apparaît dans l'énergie potentielle? C'est très simple. La force est un vecteur. Donc c'est le champ électrique EM qui va apparaître dans l'expression de la force, parce que EM est également un vecteur. Et EP, l'énergie potentielle, est un scalaire, l'inverse d'un vecteur. Et bien c'est VM, le potentiel électrostatique en M, VM, qui va apparaître dans l'expression de EP. Donc les deux expressions, les voici, elles sont très simples à retenir. C'est F égale à QE ou QEM, le champ électrique EM au point M. Donc la force que subit Q, c'est Q fois le champ. Et l'énergie potentielle que va acquérir la charge Q, c'est Q fois Vm. EP, on retient
rapidement EP égale à QV, mais en fait c'est EP égale à QVM, VM étant le potentiel électrostatique total au point M. Alors, pour finir, donc la force, on comprend quelle peut être l'utilité de calculer la force que va subir la charge Q si on la met au point M. Quelle est par contre l'utilité de l'énergie potentielle et donc une petite application à cette énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, bon, vous l'avez vu en fait dans le chapitre de mécanique en terminale, vous le verrez, son utilité, c'est la conservation éventuelle de ce qu'on appelle l'énergie mécanique du système, qui ici est notre charge Q, qui pourrait se déplacer entre différents points. Donc l'énergie mécanique, elle se conserve à condition que l'objet ne subisse que des forces conservatives, ce qui est notre cas ici. A priori, notre objet ne subit que des forces électrostatiques, donc son énergie mécanique se conserve. Et son énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ça, ce sont des résultats, on dit, de mécanique. Donc, et à condition que la charge ne subisse aucun frottement, ce qui bien sûr est a priori supposé. Donc notre charge Q se déplace entre deux masses petit m, se déplace entre deux points qu'on va noter A et B. Ne subissant que des forces électrostatiques qui sont conservatives, son énergie mécanique se conserve, énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'accord? Donc EC, c'est 1 demi de mV2, bien évidemment, résultat connu depuis l'étude du chapitre de mécanique du point. Et EP, eh bien, c'est l'énergie potentielle qui apparaît dans l'énergie mécanique de la charge Q, ben, c'est EP égale à QV, on vient de la définir. Donc cette énergie mécanique se conserve entre les points A et B. En A et B, l'énergie mécanique a la même valeur. Alors une application, donc pour finir, une charge Q est accélérée entre deux points A et B, partant a priori d'une vitesse nulle. Donc la vitesse en A est égale à 0. Appliquons la conservation de l'énergie mécanique de cette charge entre les points A et B. Donc EC en A plus EP en A, c'est-à-dire mécanique en A, égale à EC en B plus EP en B. Il y a un premier terme qui est nul, c'est EC en A, vu qu'on se limite au cas d'une charge qui part d'une vitesse nulle. Donc si VA est égal à 0, EC en A est aussi égal à 0. Alors maintenant, je remplace EP par QV, c'est-à-dire que P en A, c'est Q fois VA, V potentiel électrostatique, et EP en B, c'est Q fois VB. Je remplace, et j'en déduis donc que l'énergie cinétique en B, qui est donc l'énergie cinétique acquise par la charge Q sous l'effet de la tension à laquelle elle est appliquée, ben c'est Q fois VA moins VB, c'est-à-dire Q fois U. Résultat intéressant, une particule de charge Q accélérée grâce à une tension U va acquérir l'énergie potentielle égale à Q fois U. D'accord? U est donc la tension entre les points A et B. U égale à VA moins VB. Alors, si on demande la vitesse qu'acquiert la charge Q au point B, eh ben on va remplacer EC en B par 1 demi de M fois VB carré, et donc ceci est égal à Q fois U, d'où l'expression éventuellement de la vitesse, VB elle-même, qui serait racine de QU sur M. Voilà. Donc ceci clôt l'étude de cette première partie en fait du chapitre d'électrostatique, qui pourrait être suivie dans certains CHU, dans la plupart des CHU d'ailleurs, par l'étude des dipôles électrostatiques, mais bon, ça c'est encore un point différent. Donc, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente continuation et j'espère vous voir nombreux dans nos cours à la rentrée prochaine. À bientôt.